La première mise en production a été catastrophique. Donc personne ne comprenait, mis à part nous. Que ce soit au niveau opérateur, line manager, c'était pas compréhensible. Donc en fait, la première grosse erreur qu'on a en réalité faite, c'est ne pas inclure la production, les opérations au sein de ce projet. L'être humain classique perd énormément de temps dans les fichiers Excel, dans les PowerPoints, à récupérer même la donnée. Et en plus de ça, l'erreur humaine, elle y est. Donc on n'était même pas sûr d'avoir une donnée 100% fiable. Salut Pierre, comment vas-tu? Très bien? Très bien, et toi aussi? Ouais, super, impeccable. Merci de nous accueillir chez toi. Un grand plaisir. Belle pièce. Écoute, si tu veux, je te propose d'ouvrir les bandes de On y va? Allez, c'est parti. Ah oui, super. Donc là, c'est vraiment l'atelier de finition. En fait. C'est ça, c'est là, on est vraiment à la fin de la chaîne. Ouais, tu vas retrouver toutes les pièces finies. Donc, c'est les pièces qui sont prêtes à être envoyées vers notre client final. Donc ici, Airbus A350. D'accord. Ces pièces-ci partent en Angleterre. Donc, ce sont les premières pièces assemblées en Angleterre sur l'aile. Donc ici, on retrouve cet avion-là. C'est la partie purement finale. Là. Donc ici, tu retrouves les pièces assemblage. Là, je vois l'écran, un des écrans que tu as mis pour. Voilà. Donc ça, c'est exact. C'est le fameux SQCDP digital qui est reconnecté Bonjour au messieurs, Flowboard. on fait que passer. Donc ici. Ah oui, d'accord. Ouais, là, c'est la partie SQCP2. Exact. Ouais, bon, on va continuer notre visite. Voilà. Bon écoute, ce que je te propose, c'est que maintenant on aille entrer plus dans le détail de ton projet. Ouais, allez c'est parti, on va dans la salle de réunion. Merci de nous accueillir David. On est à Bruxelles, à la SAPCA. Est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire la SAPCA et que fait la SAPCA? Donc SAPCA, c'est l'acronyme pour Société Anonyme Belge de Construction Aéronautique. Donc société qui construit des pièces aéronautiques et également aérospatiales depuis 100 ans maintenant, puisque elle a été créée en 1920, donc ça va faire une bonne centaine d'années que SAPCA existe. Donc construction de pièces pour des clients tels que Dassault, Airbus, Lockheed Martin, Ariane, donc de très gros clients connus mondialement. Donc oui, ça c'est tout le petit pièce. Et alors pour revenir à toi, donc quelle est un peu ta fonction au sein de la SAPCA? Donc aujourd'hui à SAPCA, je suis responsable des opérations pour SAPCA Bruxelles, Aérostructure. Donc avant j'étais responsable programme pour le 350 et oui donc aujourd'hui c'est une grosse partie du travail qui est de gérer toutes les opérations au sein de l'entreprise pour la partie aérostructure au quotidien, de gros challenges mais super intéressant. Donc et t'as un cursus d'ingénieur aéronautique? Tout à fait. Donc j'ai fait mes études en ingénieur aéronautique. Ouais. Un premier boulot c'était chez Airbus d'ailleurs à Nantes. Société composite où j'ai d'ailleurs aussi installé et mis en place différents outils digitaux. Et puis j'étais engagé à SAPCA, donc en tant qu'Indus, donc Manufacturing Engineering, où j'ai fait quelques mois pour passer sur de l'opération directement. Donc j'étais responsable programme operation sur le 350 avant d'évoluer jusqu'à la partie. C'était en quelle année ça? C'était en 2019. Alors quand on s'est rencontrés, effectivement, on a parlé de ton projet de digital management au sein de la SAPCA. Pourquoi Pinflow? Alors, on a fait pas mal de recherches. Donc, l'idée, c'était de trouver une société capable de digitaliser tout en laissant quand même une certaine liberté. Dans le sens où on ne voulait pas avoir un outil qui était déjà 100% rigide, figé. L'idée, c'était de l'adapter à nos lignes de production, qui sont quand même particulières puisqu'on n'est pas dans l'automobile ou ce genre de choses qui sont sur un takt time beaucoup plus haut. Ici, on est sur l'aéronautique, donc on voulait vraiment avoir un outil qui était purement malléable, même et modifiable. Exactement. Donc, je me souviens même parler d'Andon. Enfin, on avait déjà projeté un petit peu différentes fonctionnalités, un peu de flowboard, mais vous avez déjà une vision très claire de ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Ouais. Une vision claire et surtout, donc Pinflow permettait d'adapter facilement notre outil à nos besoins et à l'implémentation dans nos lignes de production. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Pinflow en partie. Maintenant, on a un outil qui est utilisé au quotidien pour les rituels d'équipe, le matin, l'après-midi. Enfin, tu nous expliqueras tout ça, mais on a aussi une notion de flowboard, de suivi d'activité en temps réel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulement, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs phases. Ça a été compliqué. Oui, tout à fait. Donc, on imagine deux ingénieurs dans une pièce seule à déployer un outil digital pour ligne de production d'opérateurs, très compliqué. On est parti beaucoup trop loin et la première mise en production a été catastrophique. Donc personne comprenait, mis à part nous. Que ce soit au niveau opérateur, line manager, c'était pas compréhensible. Donc en fait, la première grosse erreur qu'on a en réalité faite, c'est ne pas inclure la production, les opérations au sein de ce projet et on essaie de le déployer à deux. Donc ça, c'était la grosse erreur. Donc on a fait une deuxième phase où là on a carrément impliqué toute l'équipe programme
que ce soit qualité, design ou indus, mais également la production. Donc on a fait également différents workshops avec les opérateurs, les team leaders, afin de pouvoir échanger avec eux et surtout leur demander quelle serait leur utilité. Parce qu'au final, l'outil sert à eux, et nous on l'utilise plutôt en reporting, mais l'outil principal et les acteurs principaux sont la production, les opérateurs. Ouais, je pense que c'est important ce que tu dis. Mais je me souviens aussi qu'on avait quand même une difficulté, c'est d'avoir de la donnée fiable. Tout à fait. Pour alimenter les tableaux. Exact. Donc, parlant de données fiables, la raison principale, je pense, de la mise en place du digital chez nous, c'était que on perdait une grosse partie de notre temps à mettre à jour toute une partie de fichiers de manière purement manuelle. Donc, l'être humain classique perd énormément de temps dans les fichiers Excel, dans les PowerPoints, à récupérer même la donnée. Et en plus de ça, l'erreur humaine, elle y est. Donc, on n'était même pas sûr d'avoir une donnée 100% fiable. L'avantage avec le digital, de un, il s'automatise de manière très simple et connexion via le système avec notre SAP, par exemple. Ce qui permet, de un, d'avoir une donnée qui est tout le temps fiable, une récupération de données en termes de rapidité également, mais surtout un gain de temps. Donc, les opérateurs, les team leaders n'ont plus besoin de rentrer eux-mêmes manuellement toutes les données dans leurs fichiers, mais tout va directement ponctionner d'après notre ERP ou tout autre système. Oui, ça, c'était vraiment un grand plus. Après, dans la fonctionnalité nous on met en avant chez Pinflow, c'est cette notion d'avance-retard par rapport à un programme prévisionnel. Quand on arrive à ce stade, je dirais, c'est un peu le summum parce que ça demande aussi d'avoir une notion de standard par rapport à des gammes, bien sûr. Une certaine maturité d'entreprise et aussi une connexion à de la donnée fiable. Est-ce que tu peux donner un petit peu aussi, est-ce que c'était vraiment un élément important dans l'effet d'acceptation de l'outil par les opérationnels? Bien sûr. Dans l'absolu, le but principal est de livrer notre client en qualité et à temps. Ce sont les deux principaux KPI suivis, donc l'OTD et l'OQD. Et ici, l'outil nous sert principalement à avoir un énorme gain de temps sur la partie OTD, puisqu'elle est monitorée de manière automatique, et de se concentrer beaucoup plus sur la partie qualité. Donc au final, on comble les deux KPIs via un gain de temps énorme de la partie OTD. L'information est directement piochée dans le système, donc les opérateurs vont pointer sur l'ordre de fabrication, remonter l'information. Cette information-là va permettre de pouvoir traquer et monitorer la pièce et toutes les pièces au sein même de la production, afin de savoir où elles sont en temps réel. Est-ce que ça plaît aux clients? Parce que finalement, le fait de voir que, bien sûr, je dirais, ces produits sont monitorés, qu'ils sont suivis, est-ce que ça donne une image aussi de base, je l'avais implémenté chez Airbus à Nantes. C'était pas aussi développé, aussi pensé de manière digitale qu'ici, mais c'était implémenté là-bas et ça avait vraiment fait, entre guillemets, fureur. Ici, à chaque visite d'Airbus, ils nous remontent quand même que nous sommes en partie benchmark sur le marché, parce que outre le fait d'avoir différents outils, nous avons aussi connecté les outils entre eux. Donc nous avons un outil de suivi de production qui est le Flowboard, que tu connais bien, mais également le SQCDP digital. Ces deux outils sont interconnectés et permettent automatiquement de déployer des KPIs de manière totalement indépendante, mais aussi interconnectée, ce qui permet au final, lors des réunions qui se font de manière quotidienne, d'avoir directement l'information à disposition et non pas perdre de temps à analyser. Donc le client adore. C'est pour ça qu'on a voulu un peu t'interviewer parce qu'en fait, tu as un peu le chaînage, un peu du départ, le côté management réactif par le Flowboard. C'est la réactivité, c'est l'intervention immédiate dès qu'il y a des dérives. Et après, je dirais l'étape d'après, c'est de pouvoir animer son équipe autour de ces indicateurs pour faire de l'amélioration continue. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs rituels qui sont en place. Le premier est le SQCDP niveau 1, qui se fait vraiment au niveau opérateur team leader. Ce premier SQCDP est également digitalisé et se fait de manière très simple. Ce sont des checklists. Donc, on parcourt chaque type de lettre, sécurité, qualité, via des checklists et les opérateurs peuvent directement remonter de n'importe quel problème. Ça se fait de manière quotidienne, tous les matins, à 9h. Suivi d'un deuxième SQCDP, où là, on va avoir toutes les équipes support qui vont participer, en plus des line managers. Et on va d'abord regarder s'il y a un souci qui s'est passé au premier niveau. Deuxième niveau, toutes les équipes support prennent action directement, si nécessaire, mais surtout l'information du niveau 1 remonte automatiquement. Donc pas besoin de passer 5 minutes à poser toutes des questions sur est-ce que vous avez un problème ou non.
c'est remonté de manière automatique. Ouais. C'est intéressant comme démarche de rituel. On a un client sur Mâcon qui adopte un petit peu la même méthode, c'est-à-dire que le matin, on passe en revue toutes les équipes et à 11h, en fait, toute entreprise a le feedback des opérationnels pour agir au plus vite. Donc, on voit qu'il y a une chaîne réactive qui se fait. C'est le but. Hein. Aujourd'hui, nous avons 4 SQCDP en ligne dans la même matinée qui ont lieu. Le dernier étant le SQCDP avec l'ensemble de la partie direction, donc qui se fait à midi. Donc aujourd'hui, s'il se passe quelque chose sur la ligne de prod ou si un besoin ou une action est nécessaire, en maximum 4 heures, l'ensemble de la direction est au courant. Donc ici, on a un gain de temps énorme et cette succession d'SQCDP est vraiment intéressante pour nous. Donc ça, c'est super important. Non, mais alors, pour moi, très intéressant. Tu sais que je suis passionné par les flux et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile où c'était quand même, ces outils étaient déjà là très, très tôt parce que c'est des besoins de réactivité. Et quand je m'adressais à des clients, enfin, ou des potentiels clients dans l'aéronautique, ils me disaient, ça, c'est pas pour nous. On fait pas des voitures, on n'a pas un cycle de 1 minute. Enfin, je dirais, on a un cycle long, on a le temps. Hein. Ouais, tout à fait. Mais enfin, j'imaginais bien qu'à terme, on arriverait vers ce besoin de communication, de réactivité sur les chaînes. Et tu as un parfait exemple. Hein. Ouais, tout à fait. En réalité, l'automobile a un takt time qui est très élevé. Donc, on sort des dizaines de voitures par jour. Dans l'aéro, en tout cas sur les programmes dans lesquels nous on travaille, et au global, on est sur des cadences qui sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est sûr que d'un point de vue automatisation digitale, dans ce cas-ci, la partie et l'utilisation pour laquelle on l'a mis en place, c'est la fiabilité, la rapidité d'information disponible pour tout le monde, éviter l'erreur humaine. Donc, c'est des choses qui, dans toute industrie, est nécessaire. Malgré qu'on ait des grosses contraintes de réglementation, parce que l'aéronautique a une grosse contrainte de réglementation, ici, dans le digital, on n'y déroge pas. C'est juste qu'au contraire, on fiabilise beaucoup plus la donnée disponible. Donc c'est ce qui permet justement d'encore plus appuyer le fait que d'un point de vue réglementation et suivi, on est top. Oui, c'est un investissement. Enfin, je dirais, on parle toujours de ROI, enfin retour sur investissement. C'est difficile à mesurer dans ce type de solution, à part peut-être le gain de temps, comme tu l'as pu le dire. On évite d'aller chercher des données manuellement pour les réinscrire. C'est automatisé. Oui. Mais c'est pas là qu'est le gain. Hein. Je pense que là-dessus, ça a été compliqué d'ailleurs, parce que vendre un outil digital, la première question qu'on pose, c'est quel est le ROI ? Ici, dans l'absolu, il est très difficile à mesurer. Le ROI va se traduire via, encore une fois, on le répète, mais un gain de temps, une fiabilité d'information, mais surtout va nous permettre de pouvoir passer beaucoup plus de temps à se concentrer sur de l'information comme assurer que la pièce soit livrée en qualité, en temps, et libérer du temps à toutes ces personnes. À savoir qu'aujourd'hui, on a économisé environ 2-3 heures au global sur l'ensemble des opérateurs, des team leaders, des line managers qui perdaient littéralement leur temps à remplir un fichier Excel pour savoir où se situait chaque pièce en production. On a une bonne quarantaine de pièces en prod continuellement, en tout cas sur le programme 350. Ce flux et ces mises à jour en continu dans la journée prenaient un temps fou. Aujourd'hui, ça c'est une vraie plus-value. Donc en effet, difficile à quantifier en termes d'ROI, mais au final, ça se traduit afin de pouvoir libérer du temps à ces personnes sur leur priorité qui est livrée en qualité et en temps. On parlait aussi du délai du projet, parce qu'entre 2019 et maintenant, on va dire, ça peut paraître long pour les personnes qui nous écoutent, 4 ans, mais il y a eu différentes étapes, il y a eu différentes évolutions, il y a eu le Covid. Je pense qu'il y a une adaptation des opérationnels à ce type d'outils. C'est un peu nouveau, donc il y a un temps. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et puis aussi, je dirais, il y a des gens comme toi qui sont passionnés et qui lâchent pas l'affaire. Oui, tout à fait. C'est sûr que l'implémentation d'un outil digital dans une usine de prod, une industrie, il y a de la réticence. Je pense que la clé pour y arriver, c'est d'impliquer directement les utilisateurs principaux de l'outil. En impliquant les personnes de base, donc les opérateurs, les team leaders, les managers qui vont utiliser l'outil au quotidien, en leur demandant ce dont ils ont besoin, non pas en leur imposant les choses, facilite énormément les choses. Donc ici, on les a impliqués, on a fait l'erreur au début, donc tu disais 4-5 ans pour implémenter. On a fait l'erreur au début de vouloir nous-mêmes arriver avec un outil fini qui n'a pas pris. On a beau avoir essayé plusieurs fois, ça n'a vraiment pas pris, jusqu'au moment où on s'est dit ok, on va appliquer tout le monde. Et là par contre, c'est parti tout seul.
à tout type de génération. Les jeunes, bien sûr, naturellement l'ont adopté, mais également les personnes plus âgées ont adopté l'outil et ont vu une vraie plus-value. À partir du moment que ça leur apporte quelque chose. Exactement, c'est le but. Hein. Ah oui, c'est gagner du temps. Enfin, j'ai un peu expliqué ça au départ dans le début des podcasts. Le but, c'est de donner du temps à la vraie valeur, à son métier. Tout à fait. Mais aussi partager jusqu'à l'opérateur afin qu'il se rende compte ce sur quoi il travaille. Non pas uniquement une opération, il perce ou il assemble une pièce, mais surtout se rendre compte, ok, on lui communique l'information, cette pièce va être installée sur tel avion, va être livrée pour telle compagnie aérienne, et ça peut même sensibiliser l'opérateur en disant, j'ai l'habitude de voyager avec Qatar Airlines ou peu importe la société, la compagnie aérienne, et il se dit, peut-être qu'un jour je prendrai le 350 sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, donc ça vaut la peine que je passe un peu plus attention, et donc indirectement, encore une fois on est bien sur la partie ROI, on ne quantifie pas, mais on sensibilise plus les personnes sur les produits par rapport auxquels ils travaillent. D'accord. Alors, si on voulait avoir un petit peu ton avis aussi sur le futur de l'aéronautique, puisque ça fait quelques années tu as vu évoluer le secteur. Toi, tu as dans un secteur particulier, celui de fournisseurs pour les rangs 1, qui sont, je dirais, la SAPCA est rang 1, mais tu as plusieurs clients, et donc la pression est forte. Les cadences montent, descendent, je dirais. Il y a eu des gros changements, des grosses contraintes qu'on a pu voir aussi dans l'automobile. Est-ce que ça, tu le ressens? Comment tu vois l'avenir? On le ressent énormément, positivement, puisque les cadences augmentent fortement. On est aussi sujet à des variations de cadence de par nos clients principaux. Donc, là où le digital va aussi nous aider, c'est qu'on met en place ce qu'on appelle la polyvalence et polycompétence au sein de nos lignes de prod. C'est-à-dire, on va assurer que plusieurs opérateurs soient capables de travailler non pas sur une seule ligne de prod ou une opération, mais plusieurs postes de travail en même temps. Et la polyvalence par rapport au poste de travail, c'est qu'on va assurer qu'un certain nombre minimum d'opérateurs soient capables d'effectuer le travail. En ayant ça en place, on peut beaucoup plus s'adapter aux variations de cadence de nos clients principaux. Et ça va. Le digital nous aide beaucoup là-dedans, parce qu'on a vraiment ces matrices de polyvalence qui sont reprises dans le digital, dans nos suivis même SQCDP. Puisque lorsque on fait nos rituels même niveau 2, on a la liste des personnes présentes sur site, donc on sait quels postes sont couverts ou non par des opérateurs, et si on a besoin de demander un support dans d'autres lignes de prod pour couvrir un besoin. Donc les cadences augmentent, sujet également donc à l'automatisation. Donc le 350 est un bel exemple puisqu'on a installé un robot au sein de notre ligne de prod, robot de perçage d'ailleurs. Là où ça va devenir intéressant avec le digital, c'est qu'on va pouvoir également dans le futur parler d'Andon. Donc Landon, un sujet que tu maîtrises bien également. Landon, troisième outil qui pourrait être, encore une fois, interconnecté au SQCDP digital, au Flowboard. Et là où il y a une grosse plus-value, et on parle de futur, c'est lorsque l'ensemble de tous ces outils digitaux seront complètement connectés les uns entre les autres, complémentaires, et où l'information transitera de manière quasi instantanée via et l'MPS, et le Landon, et le Flowboard, et tous ces outils. Là, le rôle principal sera purement décisionnel, c'est ce qu'on a besoin de faire, et on ne perdra plus ce temps à devoir remplir des outils pour avoir des KPI et prendre des décisions. C'est intéressant ce que tu dis là, c'est des sujets qui nous passionnent chez Pinflow et on y réfléchit. Je dirais la suite logique, c'est de donner les bonnes informations aux gens de manière à faciliter d'abord la réactivité, appeler les bonnes personnes. Que tu as parlé de mutualisation aussi, enfin la flexibilité des ressources, être sûr qu'il n'y a pas de choses qui passent qu'on oublie. On est rappelé et donc il faut insister un peu sur ces outils d'assistance. Il y a tellement de contraintes et de paramètres que à un moment donné, il faut aider. Tout à fait. Donc, à savoir qu'on passe par des boucles itératives. L'outil qu'on veut mettre en place ou déployer ne se fait pas en une fois. Donc là, tu disais, on a mis 4-5 ans à le faire. Il y a eu le Covid entre deux, mais il faut quand même prendre en considération le fait que l'outil qu'on met en place une première fois passe par des erreurs, passe par des modifications, et exactement. Donc c'est ces boucles itératives qui font qu'on arrive à un outil qui est stable, qui est opérationnel, qu'on met en production. Une fois que cet outil est opérationnel, on le déploie sur d'autres lignes. Voilà, c'est ça. Je dirais le plus difficile, c'est le départ. Forcément, changer l'organisation, récupérer les données, mettre en place l'outil. Et après, effectivement, c'est itératif. Le but, c'est de capitaliser sur l'expérience et toujours d'améliorer. Exact, tout à fait. D'accord avec toi. Écoute, David, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que cet éclairage aussi pour un secteur que celui de l'aéronautique. Écoute, bravo pour ce projet et merci aussi pour ton application. Avec plaisir. Voilà.
À bientôt. À bientôt, Pierre. Merci d'avoir écouté l'usine sans filtre, le podcast de Pinflow. Si vous souhaitez en savoir plus sur le management visuel digital au service de votre performance, rendez-vous sur pinflow.com. Et si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à notre page LinkedIn.